Les premières fêtes de l'année viennent de se terminer ici en Israël, et on pourrait dire que la guerre est également terminée. Eh bien, ce qui se passe en ce moment n'est pas la fin du conflit, c'est une pause tendue, une pause armée, une pause pendant laquelle l'Iran a accepté de se retenir pendant 2 semaines, mais le Hezbollah a continué de tirer. Israël a continué de frapper au Liban, et tout le monde comprend désormais qu'un papier signé ne signifie pas toujours que les missiles cessent de tomber. Salutations, je suis Harry. Aujourd'hui, le 9 avril, la situation est assez claire, mais en même temps assez délicate. Il y a un cessez-le-feu temporaire avec l'Iran sous médiation du Pakistan, avec des discussions prévues à Islamabad pour tenter de construire quelque chose de plus durable. Mais Israël a clairement indiqué dès le début que cette pause ne fermait pas automatiquement le front avec le Liban. Et cette différence qui peut sembler technique est en réalité la clé de tout ce que nous voyons en ce moment. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la clé ? Eh bien parce que pour l'Iran, le Hezbollah n'est pas un sujet séparé. Pour Téhéran, le front libanais fait partie du même axe régional. C'est finalement l'un de ses relais. C'est pourquoi le président iranien a déclaré que les attaques israéliennes au Liban violèrent l'accord initial et que si elles continuaient, les négociations n'auraient plus de sens. De l'autre côté, les États-Unis et Israël. Ils soutiennent que le cessez-le-feu concernait l'Iran et non le Hezbollah, et que le nord d'Israël reste un front actif tant qu'il existe une menace réelle de l'autre côté de la frontière. Et c'est ici qu'entrent en jeu les dernières frappes israéliennes au Liban, qui étaient tout sauf symboliques. Hier, l'armée de l'air israélienne a lancé la plus grande vague d'attaques de cette phase de la campagne contre le Hezbollah. Selon l'armée, 50 aéronefs ont participé. Des avions de combat ont largué environ 160 bombes et attaqué près de 100 cibles en seulement 10 minutes. Les cibles, selon la version israélienne, étaient en des centres de commandement, des infrastructures militaires et des nœuds opérationnels du Hezbollah à Beyrouth, dans la vallée de la Bekaa et dans le sud du Liban. Israël affirme que cette frappe visait des quartiers généraux du renseignement, des centres de planification d'attaque, des infrastructures de tir, des actifs navals ainsi que des unités telles que la force Radwan et la soi-disant unité 127. C'est-à-dire, ce n'était pas une attaque d'avertissement, c'était une démonstration de capacité, de portée et un message. Le message est assez clair et direct. Même s'il y a une pause avec l'Iran, Israël ne compte pas permettre au Hezbollah d'utiliser cette pause pour souffler, se réarmer et rétablir une équation de dissuasion dans le nord. Quand la guerre atteint cette phase, les cartes et communiqués paraissent chirurgicaux. Mais les villes ne vivent pas la guerre comme une théorie. Elles la vivent entre la fumée, les ruines, les ambulances et la peur. Alors que beaucoup pensaient qu'après cette vague, une accalmie relative pouvait venir, aujourd'hui nous avons vu que ce n'est pas le cas. Le Hezbollah a continué de tirer. Selon la CFDI, environ 70 roquettes ont été lancées aujourd'hui depuis le Liban vers le nord d'Israël. Des alertes ont été signalées dans plusieurs zones du nord, notamment à Naria, près de la frontière, et en Galilée. Dans plusieurs cas, les projectiles sont tombés dans des espaces ouverts et aucun blessé n'a été signalé dans l'immédiat. Juste avant d'enregistrer cette vidéo, Haïfa a aussi été attaqué depuis le nord. Mais ici, l'important n'est pas seulement les dégâts ponctuels. Ce qui compte, c'est que le front reste ouvert, reste vivant, reste actif. En fait, les mêmes informations israéliennes ont indiqué aujourd'hui que depuis le 2 mars, le Hezbollah a tiré environ 3000 munitions depuis le sud du Liban vers Israël. Et en même temps, Israël a annoncé que lors d'une attaque à Beyrouth, Ali Youssef Archi, identifié comme le neveu et secrétaire personnel de Naïm Qassem, l'actuel chef du Hezbollah, a été éliminé. Autrement dit, alors que certains parlent de trêve sur le terrain, 2 choses continuent de se produire en même temps. Des tirs depuis le Liban vers Israël et des éliminations ciblées de personnalités liées à la direction du Hezbollah. Et cela nous montre donc que ce n'est pas une guerre terminée. C'est une guerre en cours. Bien, et ici apparaît un autre élément important. Netanyahou a annoncé qu'Israël commencera des discussions directes avec le Liban dès que possible. Selon ce qui a été publié dans les médias israéliens, l'objectif de ces discussions serait le désarmement du Hezbollah et la possibilité d'avancer vers des relations plus stables entre les 2 pays. Il faut examiner cela attentivement. Par ailleurs, des sources israéliennes ont confirmé qu'il n'y a pas de cessez-le-feu aujourd'hui, mais que les forces israéliennes resteront sur le terrain
pour agir face à toute menace. C'est-à-dire la diplomatie, oui, mais avec la main toujours posée sur la gâchette. Du côté libanais, ce qui est envisagé n'est pas exactement la paix. Attention, à l'époque les Israéliens ont clairement dit qu'ils allaient observer cela de très près, avec beaucoup d'attention, à la loupe et avec attention. Ils l'ont dit. Reuters a cité aujourd'hui un haut responsable libanais disant que Beyrouth travaille depuis 24 heures à promouvoir un cessez-le-feu temporaire qui permettrait des discussions plus larges avec Israël. Avant de commencer, je voudrais vous raconter l'histoire de cette fiole qui m'a vraiment étonné et je pense que vous devriez la connaître aussi. Cette fiole renferme une histoire incroyable qui était inconnue jusqu'à présent. À l'intérieur se trouve de la terre du mont du Temple à Jérusalem, sauvée par des archéologues après que des milliers d'années d'histoire aient été réduites en ruines. C'est notre chance d'empêcher l'histoire de disparaître. Démarrez l'année avec un lien personnel avec Jérusalem. Cliquez sur le lien dans la bio ou scannez le code pour profiter d'une offre spéciale. Dans une formule similaire à la fragile trêve médiée par le Pakistan entre les États-Unis et l'Iran. En même temps, plusieurs pays européens ont fait pression aujourd'hui pour que la trêve soit également étendue au Liban, disant que si cela n'arrive pas, toute la région pourrait redevenir encore plus instable. Et voici un autre point clé qu'il faut mentionner, il faut l'expliquer avec suffisamment de clarté. Israël semble essayer de faire deux choses en même temps. D'abord, frapper fort avant que la pression diplomatique ne le limite. Et deuxièmement, arriver à une table de négociation avec une position beaucoup plus dure, beaucoup plus avantageuse et avec le Hezbollah beaucoup plus affaibli. Même le média Israel Hayom a rapporté aujourd'hui qu'à Jérusalem, on envisage de revenir au cadre précédent du 24 novembre pour le Liban, mais seulement après avoir exécuté une bonne partie. En d'autres termes, si cela s'arrête, ce serait après avoir laissé une empreinte très claire. Cela explique pourquoi la frappe d'hier a été si large, si percutante. Ce n'était pas seulement une punition militaire, c'était aussi une manœuvre de positionnement avant la diplomatie. Parce que si demain Israël entre dans des discussions sur le Liban, il veut y entrer avec une logique très simple. Le Hezbollah doit être réellement désarmé, pas dans des communiqués, pas dans des promesses, pas dans des formules ambiguës. Et honnêtement, en voyant tout ce qui s'est passé depuis octobre et en regardant les détails des roquettes tirées depuis mars, il est difficile de croire qu'Israël acceptera moins que cela. Bien, passons maintenant au cessez-le-feu avec l'Iran, car là aussi il faut voir comment tout évolue. Netanyahou a déclaré que cette trêve de 2 semaines n'est pas la fin de la guerre, que ce n'est pas la fin de la campagne, mais une étape sur le chemin vers les objectifs d'Israël. Il a également déclaré qu'Israël est prêt à reprendre le combat à tout moment et que le doigt reste sur la gâchette. Et il a ajouté quelque chose d'encore plus important, que l'uranium enrichi de l'Iran devra être retiré du jeu, que ce soit par un accord ou par une reprise des combats. Autrement dit, la pause existe, mais la condition stratégique qui a provoqué la guerre n'a pas été résolue. Maintenant, si l'on regarde la question du détroit d'Ormuz, on comprend encore mieux à quel point tout cela est fragile. Parce qu'aujourd'hui, même avec la trêve, la confusion persistait. Les médias israéliens ont rapporté que le passage maritime restait pratiquement fermé ou fonctionnait bien en dessous de la normale. Pendant ce temps, l'Iran insistait sur le fait que les navires devaient se coordonner avec ses autorités, c'est-à-dire avec les autorités iraniennes, et suivre des routes sous contrôle iranien. Autrement dit, la trêve n'a pas encore rétabli une véritable normalité régionale. Nous n'assistons pas à une période d'après-guerre, nous assistons à un armistice nerveux, conditionné et rempli de pièges potentiels. Alors, que peut-il se passer avec ce cessez-le-feu ? Eh bien, ma lecture, très personnelle, en voyant tout ce que rapportent aujourd'hui les médias israéliens, les médias internationaux, c'est qu'il y a 3 scénarios possibles. Le premier, c'est que la trêve tienne suffisamment longtemps pour produire un cadre minimal. Des limitations claires sur le programme nucléaire, une réouverture réelle du détroit d'Ormuz et un certain accord sur le front libanais. Le deuxième, c'est que la trêve tienne, formellement, mais qu'elle s'épuise avec des affrontements périphériques, des attaques de groupes supplétifs et des accusations mutuelles. Enfin, le troisième point, très présent pour moi, c'est que tout cela peut éclater très vite. Si l'Iran ne cède pas sur le nucléaire, si Hezbollah continue de tirer, ou si Israël conclut que la pause ne fait que donner de l'air à ses ennemis. Et ce dernier point, eh bien, c'est une déduction.
mais elle est assez en phase avec ce que publient aujourd'hui de nombreux médias ainsi qu'avec les déclarations officielles. Et pour comprendre l'ampleur de ce qu'a été cette guerre contre l'Iran jusqu'à présent, je voudrais m'arrêter un instant sur les données concrètes du bilan actualisé de ce que ces 40 jours de guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ont laissé. D'après la mise à jour, jusqu'à aujourd'hui, en Iran, 19 800 cibles ont été attaquées. Il y a eu 60 éliminations ciblées, 25 hauts responsables éliminés, 1937 pertes iraniennes. Du côté israélien, 96 428 sirènes ont retenti. Il y a eu 1435 tirs depuis l'Iran. Plus de 4400 tirs depuis le Liban. 6305 civils évacués. 42 morts et 7183 blessés. Et au niveau régional, le tableau indique que 14 bases américaines ont été attaquées, 1241 missiles lancés, 3956 drones lancés depuis l'Iran et 13 soldats américains tués. Bien, quand on entend tous ces chiffres, tous ces nombres à la suite, on comprend quelque chose de très simple. Ce n'était pas juste une nouvelle passe d'armes. Ce n'était pas un autre épisode isolé entre Israël et l'Iran, c'était une guerre régionale à grande échelle. Un impact militaire, civil, économique et stratégique dans plusieurs pays de la région en même temps. Et Yonnet, le média israélien, aujourd'hui le résumait avec un autre chiffre qui pèse aussi lourd. Le cessez-le-feu est arrivé après ces 40 jours de combat avec 42 morts du côté israélien. Selon ce même décompte, 22 sont morts à cause d'impacts directs de missiles et de roquettes. 12 soldats et un civil sont morts au combat contre le Hezbollah, et 7 autres personnes sont décédées dans des accidents ou lors d'urgences liées à la guerre. C'est difficile à dire et à voir tout cela. Et derrière chaque chiffre, il y a une maison brisée, une famille détruite, une histoire qui ne reviendra pas. Et cela des deux côtés. Et si l'on veut résumer le récit israélien sur les réussites de cette guerre, aujourd'hui Netanyahou l'a présenté de manière assez claire. Il a dit qu'Israël avait frappé sévèrement la production de missiles iraniens, l'infrastructure nucléaire, les centrifugeuses, l'infrastructure militaire, les réseaux financiers de l'appareil de sécurité iranien, ainsi que des scientifiques et des hauts gradés. C'est ce qu'Israël met aujourd'hui sur la table comme résultat militaire. Maintenant, c'est une autre question de savoir si ces frappes peuvent déjà se transformer en un accord stratégique stable. Et c'est là que commencent les doutes, parce qu'en réalité, une victoire militaire n'équivaut pas toujours à une solution politique. Israël a peut-être dégradé des capacités, peut-être forcé l'Iran à s'asseoir affaibli, peut-être laissé le Hezbollah dans une position plus difficile. Mais le problème de fond reste le même. S'il n'y a pas de mécanisme pour empêcher la reconstruction du programme nucléaire iranien, le réarmement du Hezbollah et le retour progressif de la menace au nord, alors la trêve pourrait finir par n'être qu'une pause entre deux phases de la guerre. Et plusieurs analyses publiées aujourd'hui dans les médias israéliens vont justement dans ce sens. Les combats se sont arrêtés, mais les objectifs de fond restent encore partiellement non résolus. Ici en Israël, cela se ressent d'une manière très particulière. Parce que même si aujourd'hui on parle de trêve avec l'Iran, le sentiment n'est pas celui d'une victoire célébrée et d'une affaire classée. Le sentiment c'est plutôt celui de la vigilance des gens qui regardent les informations d'un œil. Et l'abri des familles qui savent qu'une pause peut durer, oui, bien sûr, mais elle peut aussi être rompue en quelques heures. Si une seule décision change à Téhéran, à Beyrouth, à Jérusalem ou à Washington. Il y a aussi quelque chose qu'il convient de dire avec honnêteté. Cette guerre n'a pas fait souffrir qu'un seul camp. En Israël, on a vécu des semaines très difficiles. Personnellement, nous avons vécu des jours vraiment complexes. Même au milieu de ce qui était la célébration de ce que l'on appelle la fête de Pessah, avec des sirènes, de nombreux morts, des évacués et une pression énorme sur la vie quotidienne. Mais en même temps, les civils libanais paient aussi un prix très élevé sous les bombardements. Et c'est précisément pour cela que toute analyse sérieuse doit soutenir deux choses à la fois. Le droit d'Israël à défendre sa population. Et la réalité douloureuse que lorsque la guerre s'étend, les gens ordinaires, des gens comme nous, comme vous qui me regardez,
se retrouve pris au piège au milieu d'une guerre, qu'aucun d'entre nous n'a été consulté. Bien, et pour revenir donc à la situation générale, ma conclusion aujourd'hui, le 9 avril, c'est la suivante. Le cessez-le-feu avec l'Iran existe, mais il est très fragile. La guerre avec le Hezbollah n'est pas terminée. Et ce qu'Israël essaye de faire, c'est d'utiliser cette fenêtre pour transformer la pression militaire en avantage diplomatique. Le problème, c'est que cette transition n'est pas encore assurée. Parce que l'Iran insiste pour lier le Liban à la trêve, le Hezbollah continue de tirer, l'Europe pousse pour une extension du cessez-le-feu. Les États-Unis veulent que la négociation fonctionne. Et en même temps, Israël n'est pas prêt à offrir au nord du pays un faux calme qui durerait une semaine pour ensuite exploser à nouveau. Et si demain ces conversations sur le Liban avancent réellement, la question centrale ne sera pas de savoir s'il y a ou non une pause temporaire. La véritable question sera de savoir si quelqu'un peut garantir que le Hezbollah ne reconstituera vraiment pas son infrastructure militaire près de la frontière. Parce que si cette garantie n'existe pas, alors Israël continuera de se réserver le droit d'agir et le Nord continuera de vivre sous la menace d'une nouvelle escalade. Donc en résumé, aujourd'hui nous n'assistons pas à la fin d'une guerre, mais à la tentative de redessiner ses prochains chapitres. La guerre avec l'Iran est entrée dans une pause de négociation. Le front libanais reste actif et l'avenir immédiat dépendra de savoir si Islamabad produit de véritables compromis ou s'il ne fait que gagner du temps. La question n'est pas seulement de savoir ce qui se passera demain. La question est de savoir si cette trêve sera le début d'une sortie de crise ou simplement le silence gênant avant une nouvelle ronde encore plus dure. Merci de m'avoir accompagné, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, quelle a été votre lecture de toute cette trêve et si vous pensez qu'elle peut vraiment tenir. Je vous salue ici depuis Israël, n'oubliez pas de laisser un like et de partager cette vidéo. À bientôt.